Face à la situation sécuritaire du pays, les ministres en charge de la communication et de la refondation de l'État communiquent. Les deux membres du gouvernement ont rencontré cet après-midi les hommes de médias. Les journalistes sont appelés à s'investir davantage dans la quête de la paix et de la cohésion à travers la diffusion d'informations fiables. Placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, la conférence épiscopale a lancé ses travaux ce matin. La session inaugurale était présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette rencontre religieuse sera sanctionnée par des recommandations pour la stabilité du pays. Une autre manifestation religieuse, la célébration du Mawlud, se prépare. Les érudits de Tombouctou prévoient la lecture du Saint-Coran et des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité au Mali. La coopération Mali-Russie, aussi vieille que l'indépendance du Mali. De nombreux cadres maliens, civils et militaires ont été formés en ex-URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. Après leur formation, les officiers et sous-officiers ont fait de notre armée une puissance sous-régionale. Zoom ce soir sur le colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Kourongo, et le colonel-major Kélétri Traoré. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Rencontre à la primature entre le Premier ministre et la coordination des associations des ressortissants et sympathisants de la région de Dioïla. Suite à un forum tenu les 11 et 12 mars 2023 sur le développement de la nouvelle région, les ressortissants de Dioïla ont souhaité rendre compte au Premier ministre sur les 212 résolutions et demander son accompagnement. Écoutons le premier vice-président du collectif, Soli Kone. Il est au micro de Alousseni Touré. Les populations de la région de Dioïla ont manifesté leur joie à l'annonce du projet de bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila, qui faisait de leurs rêves une réalité. Cependant, l'espoir né de cette annonce demeure, mais la lenteur du démarrage suscite quelques inquiétudes. Nous sommes donc tentés, Monsieur le Premier ministre, non pas d'être édifiés, mais d'être rassurés par rapport à l'imminence ou non de la date du premier coup de pioche. Étant donné que le projet a passé en Conseil des ministres, et même le dossier de la société de contrôle aussi a passé en Conseil des ministres. Quant à la route RR13, Fana, Belekou, Mena, Kinya, Kouchala, elle est aussi une préoccupation majeure de la population de notre région. Nous avons, en tant que CARCID, mené en tandem avec le mouvement Siraba. Il semblerait que les études auraient été ordonnées. Nous serions très heureux d'en avoir une confirmation. Monsieur le Premier ministre, les populations de la région de Dioïla expriment leur reconnaissance pour les efforts que les hautes autorités de la transition, dont vous-même, ont consenti à leur égard. En effet, elles ont bénéficié des œuvres sociales du colonel Assimi Goïta, président de la transition, à savoir les fourrages, les dons en nature pour les personnes démunies et les handicapés. Elles le remercient aussi pour le projet de lycée à Belekou. Quant à vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, elle vous remercie pour tout ce que vous faites en direction de la région. Installation d'ONG, projets de développement, etc., etc. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, assisté de son homologue de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a rencontré cet après-midi les hommes de médias face à la situation sécuritaire du pays. Un engagement patriotique est demandé aux journalistes pour délivrer des informations fiables et utiles, celles qui peuvent renforcer l'unité nationale, la cohésion et la résilience des Maliens face aux événements que vit le Mali. Suleiman Kenza Sidibi. La rencontre a regroupé un beau monde représentatif de la presse malienne, directeurs de publication, des organes de diffusion, des présidents des organisations fêtières de la presse et des journalistes. Le ministre de tutelle avait à ses côtés le ministre de la refondation de l'État et le président de la haute autorité de la communication Haga. Il importe que les journalistes prennent conscience qu'il faut aider le pays à traverser la passe difficile qu'il connaît depuis une dizaine d'années. Nous sommes contraints à cette lutte existentielle.
depuis plus de 10 ans, nous nous battons contre l'hydre. On nous présente des indépendantistes alliés à des terroristes, mais nous savons que les ramifications les plus importantes sont ailleurs, puisqu'il y a des commanditaires, il y a des sponsors, il y a des alliés. Les journalistes sont invités, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de livrer des informations fondées, justes et utiles, accorder du crédit à ce que font les femmes sur le terrain pour libérer le pays de la horde des djihadistes en ces heures difficiles pour le Mali. La culture du patriotisme, la résilience de notre peuple face aux difficultés, et puis le renforcement de la cohésion sociale en évitant l'amalgame et en ayant vraiment un discernement pour que le peuple malien continue à consolider ces liens sociaux qui sont les principaux gages de notre paix, de notre sécurité et de notre vivre ensemble. Les échanges ont été des fois très houleux. Ils ont porté sur la différence à faire entre les journalistes et les animateurs des réseaux sociaux, l'assistance à apporter à la presse pour la communication stratégique, la régulation des informations sur les réseaux sociaux et surtout à ne pas semer la discorde entre les enfants du pays de Modibo Keïta. Suite au communiqué du gouvernement relatif au léger report de l'élection présidentielle, des communiqués nous sont parvenus pour saluer cette décision des autorités de la transition. Il s'agit de l'Alliance Malitanien, l'Alliance du 22 septembre face au Djokan, le mouvement Djekabara. Nous vous proposons à présent un extrait de l'intervention de Jean-Paul Lecoq, député à l'Assemblée nationale française. C'était ce matin. Il dénonce avec véhémence la politique néocoloniale et impérialiste de la France dans les pays africains. Nous l'écoutons. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Relecture de l'agenda politique des femmes du Mali. Le document était au centre d'un atelier hier, une initiative qui vise à l'adapter au contexte actuel du pays. Ainsi, au bout de 2 jours d'échange, un document final sera produit. Le compte-rendu de Boukari Koulibaly. Élaboré en 2018, l'agenda politique des femmes du Mali est un document conçu pour favoriser l'inclusion de la gente féminine dans les instances décisionnelles. C'est un agenda qui sert de boussole aux autorités du pays afin de mieux cerner les préoccupations et le rôle des femmes dans les développements sociopolitiques. Elles sont réunies à la faveur de la révision du dit document afin de l'adapter aux réalités de l'heure. De 2018 à nos jours, avec l'évolution du contexte sociopolitique et sécuritaire, les femmes se retrouvent avec de nouveaux besoins et font face à de nouveaux défis. Il s'avère donc nécessaire d'analyser la situation actuelle de la femme à différents niveaux en lien avec le contexte et déceler ou prévenir les sources de vulnérabilité. Réviser les domaines prioritaires afin de les adapter à leurs besoins spécifiques. Tout ceci demande donc une relecture de notre agenda.
et le ministre chargé de la promotion de la femme de féliciter la tenue de cet atelier qui, selon elle, va promouvoir l'inclusion massive des femmes dans la vie de la nation. Cette relecture permettra, j'en suis sûre, de faire ressortir les besoins spécifiques et prioritaires des femmes selon le contexte politique et social de notre pays. Nous demeurons confiants qu'au sortir de cet atelier, qu'un document de référence sera produit et servira de boussole pour les décideurs qui prendront en compte les besoins réels des femmes et des jeunes femmes dans les programmes et développement du Mali. La conception de l'agenda politique des femmes du Mali est rendue possible grâce à la synergie d'action entre les REFAMP, les REGEFPO, la CAFO, le groupe pivot droit et citoyenneté des femmes, ENDA Mali, WILDAF et ONIFAM. L'initiative a bénéficié de l'appui du NDI à travers son programme Émerge. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a assisté ce matin à l'ouverture des travaux de la session inaugurale de la conférence épiscopale. Cette session est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Les travaux seront sanctionnés par des recommandations visant la stabilité du pays. Le reportage de Awadit Makamara et Yacouba Kone. La première session ordinaire des évêques du Mali au titre de l'année 2023 se tient dans un contexte marqué par les événements tragiques qui ont endeuillé la nation. Il s'agit de l'attaque du bateau Tombouctou, un crime odieux que condamne la conférence épiscopale ou conférence des évêques avec la dernière énergie. Les évêques du Mali saluent par ailleurs l'institutionnalisation de la Semaine de la Réconciliation dont la deuxième édition vient de s'achever. Ce sont là autant de sujets qui feront l'objet d'échanges approfondis au cours de cette session. Ce qui se passe, ce qui s'est passé nous concerne et nous prions pour que Dieu accueille dans sa demeure éternelle ceux et celles qui nous ont devancés et que Dieu protège notre pays, le Mali. Amen. C'est aussi l'occasion pour nous de dire que la semaine de réconciliation que nous venons de vivre, je dirais même que nous sommes en train de vivre parce que la réconciliation devait être une priorité pour nous. Et comme ministre chargé des cultes, vous voyez, la réconciliation, nous en avons besoin, se réconcilier avec Dieu d'abord, se réconcilier avec son frère, sa sœur, et se réconcilier entre Maliens. Le gouvernement attache du prix aux différentes recommandations qui seront issues de cette session du collège épiscopal. La voix de l'exécutif est portée par le ministre en charge des affaires religieuses. Je suis à l'archevêché au nom du président de la transition chef de l'État pour dire combien l'État est avec eux, combien ils ont le soutien de l'État, combien l'État est soucié de tout ce qu'ils font pour l'État dans le cadre du développement du pays, dans le cadre de l'orientation positive de la population malienne vers le droit chemin. La semaine pastorale diocésaine est l'instance suprême au cours de laquelle les évêques en toute objectivité évoquent la situation des églises, mais aussi de l'actualité du pays. In fine, donner les grandes orientations pour mieux vivre l'année pastorale. Je l'annonçais dans le sommaire, la Fédération de Russie et le Mali entretiennent des relations privilégiées depuis les années 1960, juste au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce qui fait que de nombreux cadres maliens, civils et militaires ont été formés en ex-URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. Les officiers et sous-officiers, une fois de retour au pays, ont fait de notre outil de défense nationale l'une des puissances de la sous-région ouest africaine. Abdoulaye Sako a rencontré pour nous le colonel-major à la retraite Ousmane Edmond Korongo et le colonel-major Kélétiki Traoré. Suivant. À l'époque, plus de 70% de tous ceux qui ont été formés dans l'armée malienne ont été formés en ex-URSS. Tous nos matériels majeurs, la formation, tout était purement soviétique et dans tous les domaines. 2 officiers supérieurs à la retraite avec 2 spécialités différentes. Si le premier est un ancien pilote et ingénieur spécialiste des missiles, le second est un fin connaisseur de l'artillerie, mais tous les deux ont eu un parcours exemplaire dans l'armée malienne grâce aux formations reçues dans le même pays.
ex-URSS, Union des républiques socialistes et soviétiques. J'ai été en Union soviétique en 1979. Nous avons fait les études sur les missiles sol-air. Moi, je suis ingénieur en moyens radiotechniques. J'ai fait 6 ans de formation sur ça. Après ma formation de l'EMIA, de 77 à 80, nommé sous-lieutenant après avoir terminé l'EMIA, nous avons reçu une bourse de 5 ans pour aller en Union soviétique, notamment en Ukraine, à Odessa-ville. Donc c'était pour obtenir le diplôme de commandement tactique d'artillerie et ingénieur en armement d'artillerie. Réussir sa formation en ex-URSS, qui est devenue aujourd'hui la Fédération de Russie, était une véritable prouesse pour les militaires, car les formations se faisaient souvent dans des conditions difficiles. Elles demandaient non seulement de l'endurance physique, mais aussi de l'intelligence pour effectuer des travaux d'intellectuels. Imaginez-vous, nous avons travaillé sous la neige. On a poussé les canons. C'était dur, mais on a dit non, le pays a besoin de nous, il faut qu'on apprenne. Si tu apprends dans des conditions terribles, difficiles, le reste devient facile. C'est pour te dire que nous sommes revenus avec la tête pleine, et de théorie et de pratique. En ex-URSS, vraiment, ça veut dire que quelqu'un qui voulait étudier, vraiment, il peut étudier, parce qu'ils mettent tout à ta disposition. Les cours théoriques et les cours pratiques, les mathématiques et tout, ça veut dire que c'est le professeur même qui t'enseigne, c'est lui qui a fait le livre. La formation russe est l'une des formations les meilleures. Tout le monde a peur de la Russie, tout le monde a peur de l'Union soviétique, tout le monde a peur parce qu'ils savent que c'est une formation qui n'est pas au rabais. C'est une formation solide aux besoins de tout le monde. Ce partenariat gagnant entre l'ex-URSS et le Mali a permis à notre armée d'être indépendante et autonome et surtout de se faire respecter dans la sous-région. Le Mali, dans la sous-région, était l'armée la plus formée, la mieux formée. Le Mali était craint parce qu'à tous les niveaux, que ce soit l'artillerie, les blindés ou bien l'aviation, franchement, l'Union soviétique n'a pas lésiné les moyens. Avant notre départ, c'est les Russes qui étaient ici et c'est les Russes qui faisaient tout à notre place. Donc quand nous sommes arrivés, et le chef de mission a dit que les Maliens sont assez bien formés pour dépanner tout ce qui peut se présenter sur les rampes de lancement. Donc ça déjà c'était une satisfaction personnelle, et c'est surtout pour l'État. Depuis l'arrivée des autorités de la transition en 2020 et le réchauffement de cette coopération avec la Russie qui avait pris un coup de froid, c'est l'espoir qui renaît chez notre ancien pilote. J'étais attaché de défense du Mali à Moscou pendant 7 ans. Donc je sais ce que les Russes ont apporté à ce pays. La Russie n'a jamais cessé en fait d'aider le Mali. Nous on ne pouvait pas penser que un jour on pourrait voir les avions de chasse au-dessus de la ville de Bamako. Nos avions de chasse, vraiment c'est formidable. Donc ce qu'on peut leur donner comme conseil, c'est d'essayer de tirer le maximum de profit de ce nouveau partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Et notre spécialiste en artillerie glisse quelques mots en russe comme pour exprimer sa joie de voir enfin le Mali et la Russie évoluer main dans la main. Конечно, я говорю по-русски. Как по-французски, конечно. Dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de notre indépendance, l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale s'est rendu à Bata pour célébrer l'événement avec ses compatriotes. Les activités ont concerné, outre la cérémonie de montée des couleurs, des séances de prière au consulat honoraire ainsi que dans les mosquées et une intention de messe pour le Mali à la cathédrale de Bata. L'ambassadeur Fidel Diarra, accompagné de la déléguée du ministère des Affaires étrangères pour les provinces continentales, a saisi l'occasion pour expliquer le contexte dans lequel se tient le premier anniversaire de l'indépendance sous la 4e République et retracer les grandes lignes de la transition sur fond de recrudescence des attaques terroristes causant tant de victimes civiles et militaires pour lesquelles il a demandé une minute de silence. D'autres moments forts de la célébration ont été l'inauguration du siège de la jeunesse malienne à Bata offert par le consul
honoraire Mohamed Morba. Dans un communiqué déposé dans notre rédaction, la Commission nationale des droits de l'homme, les réseaux des défenseurs des droits de l'homme, des droits humains, Mali Tarbolo Koura, condamne avec la dernière rigueur les récentes attaques barbares et ignobles. Ils invitent les autorités de la transition à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs de ces actes. Ils invitent par la même occasion les populations à plus de collaboration avec les FAMA. À présent, nous recevons Awa Ditma Kamara pour nous livrer un communiqué de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. Bonsoir Awa. Bonsoir Salimata, bonsoir à tous. Merci de votre constante fidélité. Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, communiqué Bamako le 26 septembre 2023. La plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger informe l'opinion nationale et internationale qu'elle n'est nullement engagée dans la confrontation armée en cours ou à venir avec l'État du Mali suite au retrait de la MINUSMA de certaines emprises des régions du nord du Mali en vue d'être occupées par les FAMA. Face à cette situation marquée par de graves tensions préjudiciables à la paix sociale, la plateforme condamne la reprise des hostilités et invite les parties en conflit à s'inscrire dans une dynamique de participation aux activités de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Fidèle à son idéal républicain, la plateforme soutient sans faille le gouvernement de la République du Mali dans sa quête de recherche d'une paix juste et durable à travers une mise en œuvre intelligente et diligente de l'accord de paix au bénéfice des populations du Mali. Elle informe l'opinion nationale et internationale qu'à compter de ce jour, elle se retire définitivement du CSP-SPD dans l'intérêt supérieur des populations des régions du nord du Mali et de la nation malienne. Enfin, la plateforme remercie et félicite le gouvernement pour la levée des sanctions injustes et inhumaines qui frappaient certains de ses responsables politiques et militaires. Pour la plateforme, Mohamed Ould Matali. Salimata Daw. Oui, et nous restons avec vous, Awa Ditma Kamara, pour le contenu de cette déclaration du retrait du mouvement pour le salut de l'Azawad au sein du CSP-PSD. Voilà. Il s'agit de la déclaration de retrait du MSA au sein du CSP-PSD également. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, membre fondateur du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP-PSD, regrettant la déclaration non consensuelle du CSP-PSD en date du 10 septembre 2023 par laquelle il engage un conflit armé contre les forces armées maliennes, déplorant que le CSP-PSD ait été incapable de répondre à l'appel du MSA et du Gatia à venir protéger les populations des régions de Ménaka et Gao, victimes de massacres de masse perpétrés par Daesh depuis mars 2022, déplorant que les combats en cours provoquent une fois de trop l'exil forcé des populations civiles, a déjà meurtri par une dizaine d'années de conflits fracticides, rappelant que le CSP-PSD est à l'origine un outil de promotion de la paix, du vivre ensemble et de sécurisation des personnes et des biens, répondant à une forte demande des militants du MSA de l'intérieur et de la diaspora ayant constaté la criade indifférence du CSP-PSD face au désastre que les populations vivent. Vu tout ce qui précède, le MSA, fidèle à sa posture, ne saurait être associé
ni engagé dans un conflit autre que celui qu'il mène contre les auteurs des massacres de masse des populations civiles. Informe l'opinion nationale et internationale qu'il quitte définitivement le CSP-PSD à compter de la signature de cette déclaration. Reste engagé auprès du gouvernement du Mali et du chef de file de la médiation internationale pour une mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, gage du retour de la paix dans notre pays. Minaka, le 24 septembre 2023, le secrétaire général Moussa Ag Acharatoum. Voilà Salimata Daw, l'essentiel de ce communiqué et de la déclaration. Merci Awa. Merci bien. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Mali a organisé hier une réception pour la célébration de la fête nationale du Royaume. Le 23 septembre marque la 93e journée nationale de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite par le roi Abdulaziz ibn Abdul Rahman Al Saoud. Compte rendu Mariam Kouné, Adama Kamara. De nombreux invités ont répondu à l'appel de l'ambassadeur Khaled Mabrouk Al-Khalid pour célébrer avec lui le 93e anniversaire de l'unification de l'Arabie Saoudite. Occasion pour le diplomate de magnifier les relations du royaume saoudien avec les pays amis. La marche de la renaissance et du développement du royaume se poursuit à un rythme croissant à travers la vision 2030 du royaume formulée par son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman, qui vise à hisser le royaume au rang des pays développés dans tous les domaines. Le royaume d'Arabie Saoudite et la République du Mali sont liés par des relations historiques distinguées, caractérisées par la confiance, le respect mutuel et la coopération dans divers domaines. À travers de nombreux accords de coopération signés entre les deux pays, de nombreux accords sont en préparation pour être signés. Cette fête nationale intervient au lendemain du 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Bamako et Riyad entretiennent toujours d'excellentes relations d'amitié et de coopération. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement saoudien pour tous les efforts consentis en faveur du développement de notre pays, notamment à travers l'assistance et l'accompagnement de l'Arabie saoudite dans le domaine humanitaire et se réjouir de l'accord de financement du projet de construction de la route Kidal-Abeybara frontière Algérie par le Fonds saoudien de développement. Les travaux de cette route auraient pu commencer dès cette année, rapprochant encore plus les peuples maliens et algériens si la zone n'était pas infestée de groupes terroristes et autres bandits de grands chemins desquels notre armée nationale s'occupe avec dignité et honneur. Le ministre Moussa Ag Atayer n'a pas manqué de féliciter l'Arabie Saoudite pour son adhésion à l'alliance des BRICS. À noter que le premier sommet Arabie Saoudite-Afrique se tiendra au mois de novembre prochain, en même temps que le 5e sommet Monde Arabe-Afrique. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports a visité 2 structures relevant de son département. Il s'est rendu successivement à la Direction nationale des sports, de l'éducation physique et au Centre national pour la promotion du volontariat. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Tchété Kamara. Le ministre Fomba est venu échanger avec le personnel de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique DNCEP, le Centre national pour la promotion du volontariat et s'enquérir des conditions de travail des agents de ces 2 structures. Et je suis très heureux parce que ça me permet non seulement de discuter avec eux, mais de voir aujourd'hui les difficultés qu'ils sont en train de vivre. Et moi aussi de constater certaines choses sur le plan des infrastructures. Sur le plan du fonctionnement interne, mais sur les perspectives également par rapport aux défis du pays. Je vois que nous avons des employés très engagés de part et d'autre, qui ont l'amour du pays, qui sont prêts à s'engager, qui prennent des décisions fortes et des fois qui sont des décisions qui les concernent eux-mêmes pour l'intérêt
du pays et également pour le bon fonctionnement de leurs propres services. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. On a eu, sans langue de bois, bien entendu, échangé sur plusieurs aspects qui ont permis de discuter sur le rôle et la mission de chacun et comment mieux remplir cette mission-là pour le bien-être de la population. Des problèmes liés au fonctionnement, au démarrage du sport scolaire et universitaire et la mise en œuvre des stratégies de mobilisation des volontaires. C'est la toute première fois que des volontaires sont reconnus au mérite national. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la dynamique dans le pays où lorsque vous faites bien, lorsque vous aidez votre pays, les autorités ont décidé de reconnaître ceux qui aident leur pays. À la fin de la visite, le ministre invite ses collaborateurs au travail et sollicite la synergie entre les différents départements. L'ONG Mali Health a procédé hier à la remise de kits et d'enveloppes à 150 jeunes filles et à 50 mères de naissances multiples. Valeur du don, 35 millions de francs CFA, nous dit Sokona Kamisoko. En offrant ces 150 kits aux jeunes filles adolescentes, l'ONG Mali Health et le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE contribuent fortement à l'autonomisation des bénéficiaires. La donation fait suite à une formation que les jeunes filles ont suivie pendant 2 mois. Une formation axée sur la teinture, la coiffure et le maquillage. En plus de cela, 50 mères de naissance multiples ont reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Depuis quelques années, l'ONG Mali Health et les FAFE nous accompagnent. Je leur dis merci. L'argent que je viens de recevoir servira des frais d'inscription de mes jumelles au jardin d'enfants et le reste de l'argent pour d'autres fins. Vraiment, je leur dis merci. D'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA, la donation de ces kits s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à l'augmentation des revenus des femmes et de restauration des droits fondamentaux de l'enfant par FED. Après un long processus de sélection sur la base de critères bien définis, elles ont suivi une formation dans des corps de métier de leur choix. Aujourd'hui, elles recevront chacune un kit leur permettant d'exercer leur métier. Nous sommes confiants qu'avec cet accompagnement, nous contribuons à lutter contre les multiples et néfastes conséquences du chômage, comme la pauvreté, la perte du lien social, etc. Je profite de l'occasion pour solliciter les partenaires du Mali à conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions relever les défis auxquels le peuple attend de nous. S'adressant aux jeunes filles et aux femmes qui ont suivi cette formation, sanctionnée par la remise des kits, vous permettra sans nul doute de contribuer au développement économique du pays et à réduire le taux de chômage en créant de nouveaux emplois autour de vous. Et le ministre d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage des équipements reçus. La journée a été marquée par la prestation de la troupe Sodi. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau a présidé aujourd'hui les travaux de l'ouverture de l'atelier national sur l'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Le compte-rendu de Agibou Koulibaly et Omar Katraouri. L'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est le fruit d'une collaboration essentielle entre les autorités de la transition et plusieurs acteurs comme l'OMS et l'UNICEF. L'OMS a apporté son expertise inestimable en matière de normes de sécurité sanitaire de l'eau. Et l'UNICEF a été un partenaire clé en fournissant un soutien financier et logistique essentiel. Depuis 2016, le Mali, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF, mène des actions en faveur des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui constituent les moyens les plus fiables et efficaces pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau de boisson pour protéger la santé des populations. Avec donc l'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, le ministère en charge de l'eau joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce plan sur le terrain. La disponibilité de l'eau potable en quantité suffisante et de qualité sanitaire préservée est l'une des conditions préalables et essentielles à la bonne santé, à l'épanouissement social et à l'essor des activités de production économique. La préservation de la qualité sanitaire de l'eau potable est une approche holistique
de gestion sanitaire, de la production, du stockage et de la distribution de l'eau potable, voire de sa conservation par les ménages. Politique, relever les défis de la souveraineté au Mali, c'est le thème de la rentrée politique des femmes et des jeunes de la CODEM Mali. La rencontre a regroupé au CICB des milliers de militants et sympathisants venus de l'intérieur du pays et de Bamako, Mohamed Kentao et Sambou Diakité. La grande salle du CICB a refusé du monde ce samedi, lendemain du 63e anniversaire de la fête d'indépendance du Mali. Et pour cause, la rentrée politique de la Convergence pour le développement du Mali CODEM. Venus de l'intérieur du pays et des communes de Bamako, plus d'un millier de militants et sympathisants de la formation politique n'ont cessé de réclamer le retour de la paix et la cohésion sociale dans l'ensemble du pays. Au lendemain du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, se tient la rentrée politique des mouvements des femmes et des jeunes. Souvenons-nous et honorons le patriotisme des vaillants leaders qui nous ont donné la liberté. La jeunesse CODEM reste toujours debout sur les remparts. CODEM est un parti politique qui a des valeurs. Je suis convaincu que nous allons continuer de cheminer ensemble encore très longtemps pour le grand bonheur de notre parti, le Mali. Nous aimons le Mali, nous sommes un peuple, une offre de réconciliation et de rassemblement, une quête permanente d'union et de stabilité. Ce sont là les slogans autour desquels s'est déroulée cette rentrée politique avec comme thème « Relever les défis de la souveraineté au Mali ». Nous avons été très heureux de constater une forte mobilisation des femmes et des jeunes, mais également des partis amis et aussi des associations. Donc nous sommes très satisfaits et nous ne pouvons que ici profiter de la fête du 22 septembre pour saluer l'indépendance, le 63e anniversaire de notre indépendance, mais aussi soutenir notre armée nationale dans sa lutte contre le terrorisme dans notre pays. Le président Guindo a invité l'assistance à promouvoir l'autosuffisance alimentaire, la sécurité et la santé, gage d'une souveraineté à laquelle la CODEM aspire. Il a en outre salué l'accompagnement de la quinzaine de partis politiques représentés à l'événement avant d'accorder une mention spéciale aux forces armées de sécurité et représentatives de la société malienne. Le comité syndical des travailleurs des impôts du Mali est désormais dirigé par Soungalo Traoré, élu pour un mandat de 5 ans. Le nouveau secrétaire général place son mandat sous le signe du renouveau. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mohamed Sangari. Et ce que nous comptons faire d'abord pour l'administration fiscale, c'est de faire en sorte que l'État du Mali, qui compte aujourd'hui énormément sur les impôts pour faire face aux recettes qui sont demandées, pour que l'État puisse être mis dans ses droits dans de bonnes conditions et que les travailleurs des impôts surtout puissent aussi travailler de sorte que leurs intérêts soient pris en compte. Nous sommes là pour défendre l'État, nous sommes là pour défendre les intérêts des travailleurs et j'espère que dans les 5 ans à venir, nous mettrons en place une stratégie qu'il faut pour que ces objectifs soient atteints. Je place ce mandat sous les signes surtout de la rupture avec les pratiques anciennes. Et nous le plaçons également sous les signes de la rénovation, sous les signes de l'amélioration de ce qui a été et de ce qui doit être fait. Nous sommes avec une équipe très compétente, les inspecteurs des impôts de grande valeur, et c'est avec eux que nous allons travailler de sorte que ce que je viens de dire comme objectif, c'est-à-dire que l'État puisse être mis dans ses droits de recette et que les travailleurs surtout soient également défendus dans leurs intérêts principaux. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du jeudi 28 septembre 2023, fête du Maouloud, naissance du prophète, paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les érudits de Tombouctou préparent activement la célébration
du Mawlud de 2023. C'est le président du Haut Conseil islamique régional, l'imam Al-Fadi Wangara, qui l'a révélé à l'URTM Tombouctou. Malgré le contexte d'insécurité, ces hommes de Dieu disent que l'occasion est opportune pour faire la lecture du Saint-Coran et des bénédictions afin que la paix revienne au Mali. Compte rendu, Yeya Tandina. Si la ville de Tombouctou est un trésor culturel et religieux au Mali, le Mawlud est considéré comme un patrimoine national à préserver et promouvoir. Ces moments qui magnifient la naissance du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui, est marqué par la lecture panégyrique, éloge du prophète, dans toutes les mosquées et points de lecture de la ville. Cet événement, jalousement conservé depuis la nuit des temps, est célébré sous deux angles. L'angle spirituel qui consiste à adopter le bon comportement suivi des éloges et l'angle festif qui consiste à permettre aux communautés de se retrouver, se pardonner et échanger sur les questions de la vie quotidienne. En tant que musulmans, en tant que pieux, nous sommes obligés de fêter le Mawlud, d'être contents du Mawlud, de l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlud, pour dire que le Mawlud, c'est magnifier la valeur intrinsèque du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc ça veut dire que tout le monde doit se mettre sur cette lignée-là. Le contexte actuel, marqué par l'insécurité, devait inspirer les fidèles à mieux célébrer celui que le Créateur a choisi parmi ses pairs pour atténuer nos souffrances. Les préparatifs vont bon train assainir la devanture de la mosquée Sidi Yahya, un point d'attraction des visiteurs. Nous avons bel et bien célébré ça avant le 2012 et après 2012. Et nous continuons à le célébrer. Nous ne lâcherons pas de magnifier le prophète alayhi salatu wa salam. Nous ne lâcherons jamais de magnifier le prophète alayhi salatu wa salam tant que nous vivons. Parce que c'est de cela que nous aurons la paix et la sécurité. Initié par Abdul Kassim Al-Touati, les communautés de Tombouctou en ont fait du Mawlud une fête de rassemblement, de cohésion sociale et de paix. Nous restons à l'intérieur du pays où la gouverneure de la 3e région vient de rencontrer les populations du cercle de Kadiolo. Avec elle a échangé sur les préoccupations de l'heure et donné le message d'encouragement des autorités aux forces vives. Kanté Marie-Claire Dambélé a également visité la mine d'or du Siama, Sekou Kounaté et Souleymane Bamba. C'est dans une ferveur populaire que la chef de l'exécutif régional à la tête d'une forte délégation a été accueillie dans la capitale du Fulona. Une visite de prise de contact avec les forces vives pour saluer l'engagement des populations du cercle Kadiolo aux côtés des autorités de la transition et se mettre à leur écoute. À la suite du nouveau découpage territorial, des nouvelles circonscriptions ont été créées. L'arrondissement de Lolonu a été érigé en cercle et la commune des Équois en arrondissement. L'opéralisation rapide de ces nouvelles entités administratives devient une aspiration profonde des populations. La construction des bureaux pour les services techniques où le besoin se pose avec acuité et la réhabilitation du campement administratif endommagé à la suite d'une forte pluie. Plusieurs autres préoccupations seront ensuite soulevées par les participants. Des préoccupations qui ont bénéficié d'une oreille attentive. Je leur ai demandé de continuer à soutenir les autorités de la transition et à donner l'information nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées par les participants. Et ces préoccupations, tout ce que nous pouvons faire pour les résoudre, on va les faire. Et ce que nous ne pouvons pas résoudre, on va les remonter aux plus hautes autorités. À la mine d'or de Siama, exploitée de nos jours par Resolute dans la commune rurale de Fourou, deuxième étape de cette visite, la gouverneure a eu droit à une présentation détaillée de la mine, des résultats et des défis. Une mine qui emploie de façon directe actuellement 1809 personnes. Resolute, après 15 ans d'opération, nous essayons de vraiment continuer avec l'élan que les aînés ont mis ici sur Siama. Donc nous voulons promouvoir et créer de la valeur pour deux choses. On veut créer de la valeur pour l'État malien, on veut créer de la valeur pour les partenaires et les actionnaires qui investissent de l'argent ici. On veut aussi créer de la valeur pour les communautés dans lesquelles nous travaillons. La société minière de Siama constitue pour nous un partenaire clé dans le développement de la région de Sigasso. Elle contribue beaucoup à l'emploi des jeunes et elle stimule également l'économie locale et contribue également auprès des leaders communautaires le développement de la localité de Siama, de Fourou et de toute la région de Sigasso. Un tour des installations de la mine a bouclé cette visite à Kadiolo et Siama.
31 contrats formalisés pour un montant de 130 millions de francs CFA et plus de 6 millions de ventes. C'est le bilan de l'atelier de mise en relation des acteurs pour le maraîchage couplé à la foire aux intrants maraîchers de Mopti. Le point avec Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Au terme de 3 jours de mise en relation B2B des acteurs pour le maraîchage et la foire aux intrants maraîchers à Mopti, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Il s'agit de la formalisation de 31 contrats pour un montant de plus de 130 millions de francs CFA, les ventes directes pour 6 150 000 francs et 43 350 000 francs CFA de crédits demandés. Les événements de commercialisation de cette nature B2B ont le secret de mettre en contact direct les acteurs du marché. J'ai nommé les fournisseurs d'intrants et les demandeurs. Et c'est ce qui conditionne d'ailleurs la réussite de cet événement. Cette activité de mise en relation business to business est bien appréciée par les 260 participants. Nous avons tissé des relations avec des producteurs, des maraîchers du quartier Bargondara de Mopti, et également des producteurs, sinon des productrices et des Yuaru, et qui ont accepté des produits avec nous et même d'établir des contrats et pour qu'on puisse les fournir étant à Guinée. Pour la première fois, j'ai vu un équipement agricole doté d'un panneau solaire et des produits agroalimentaires. J'ai pu aussi établir des contrats avec certains fournisseurs. L'équipe Sénéiriwa a remis des intrants maraîchers aux producteurs. Cet atelier B2B couplé à la foire aux intrants maraîchers est initié par FUDV Futur Sougouiriwa, mise en œuvre par CARE, Emploi Sahel, Amassa Afrique Verte et financé par l'USAID. Cérémonie de remise de kits d'élevage à 16 femmes des cercles de Caille et Yelimani. Ce geste est de l'ONG Amassa Afrique Verte, compte rendu Moriba Keita. Les bénéficiaires au nombre de 16 ont reçu chacune un kit composé de 2 béliers, d'une brebis, d'un bouc, d'une chèvre, d'un râteau, d'un coupe-coupe, de 10 sacs d'aliments pour petits ruminants, de mangeoires, de 2 abreuvoirs et de médicaments animaliers. Ce geste de solidarité de l'ONG Amassa Afrique Verte à travers son projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle face au changement climatique vient à point nommé car il permettra à coup sûr de renforcer les dispositifs déjà pris pour faire face aux effets du changement climatique. Je suis vraiment très contente. Ces kits d'élevage vont me permettre d'être plus autonome. Que Dieu bénisse les donateurs. L'une des activités phares de ce projet, c'est doter les bénéficiaires de kits d'élevage afin d'augmenter leur niveau de revenus, afin de les permettre de contenir le choc face aux effets du changement climatique. Ce geste a été hautement apprécié par les autorités. Le projet SANCS vise à contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, au Niger et au Burkina Faso, dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, principalement pour les femmes et les jeunes. Il est financé à travers le développement et la paix SANCS et a démarré en 2021 et prend fin en 2026. Rappelons que ces kits d'élevage ont été financés à hauteur de 11 965 000 francs CFA par l'AMC, Affaires mondiales Canada. L'ONG Energia Mali est à Sélingué pour mettre en terre 750 plants d'eucalyptus. Elle est appuyée par les services techniques des eaux et forêts, la mairie et la jeunesse de Sélingué. Objectif, lutter contre les effets des changements climatiques et contribuer à la régénération du couvert végétal. Reportage Youssouf Diakité, Sambo Diakité. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile, a-t-on habitude de dire. Cet adage est matérialisé ici par l'ONG Energia Mali à travers la plantation de 750 plants d'eucalyptus dont le lancement est fait ici par la présidente de l'ONG Energia, appuyée pour la circonstance par les autorités coutumières, communales et les représentants de l'État.
Pour atteindre un véritable développement durable, l'ONG Energia Mali entend contribuer au renforcement des capacités des femmes et à la promotion de la prise en compte du genre dans l'accès à l'énergie au Mali. C'est pourquoi la présidente de l'ONG Energia Mali a insisté sur l'interdiction de la coupe abusive du bois et la régénération du couvert végétal. Depuis plusieurs années, nous accompagnons le gouvernement du Mali, notamment le ministère en charge de l'environnement, dans les campagnes de reboisement du Mali. Et cette année, nous avons eu à mener beaucoup d'activités. Aujourd'hui, nous sommes à Sélingué pour planter 750 pieds d'eucalyptus. Et comme vous voyez, c'est sur un espace bien choisi avec la population, avec la jeunesse, avec les autorités. C'était important pour nous d'être là aujourd'hui dans cet accompagnement pour sauver non seulement nos ressources naturelles, mais également qu'il y ait une zone que les populations commencent à regarder comme une zone de culture. L'un des objectifs de Energia Mali est de participer activement à la promotion des énergies renouvelables, à la lutte contre les effets des changements climatiques. Un objectif qui cadre avec la démarche du gouvernement. Le phénomène des changements climatiques nous intéresse tous. Tout le monde voit que vraiment il y a l'avancée du désert. Il y a également les phénomènes de dragage qui est notre souci majeur dans notre arrondissement. Vraiment, si on arrive à protéger notre bassin, notre périmètre avec ces arbres, 750 arbres préservés. En plantant un arbre, disent les intervenants, c'est planter l'espoir des jours meilleurs pour les générations futures. L'occasion était bonne pour rendre visite à ces crocodiles centenaires sous la protection du commandement des eaux et forêts de Sélingué. Parlons sport. Les Aigles Dames seront au second tour des éliminatoires de la CAN 2024. Le Mali écarte la République centrafricaine et poursuit son aventure dans la compétition. Après un match aller disputé au Cameroun où les Aigles Dames avaient pris une option sérieuse pour la qualification en l'emportant sur le score de 7-1, les protégés du coach Mohamed Hussein confirment leur statut de favori en s'imposant sur le score de 3-1 ce soir au stade du 26 mars. Des réalisations à Guicha Diarra, Aïssata Traoré et Salimata Diarra. Dans notre série de présentations des troupes qui ont participé à la Biennale culturelle et artistique, vous pourrez suivre demain à 14h l'intégralité de la prestation de la troupe de Nara. Mais avant, suivons un extrait de la prestation de Nara à la Biennale Mopti 2023. Voilà l'intégralité demain à 14h sur ORTM1. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.